été sensible aux pressions importantes, bien, d'abord des gens, de vous qui écoutez à la maison, qui avaient envie d'aller acheter un vêtement, d'aller acheter une paire de souliers, qui avaient envie de reprendre un peu de liberté, si je puis dire, des commerçants égorgés également, des restaurateurs en zone orange qui pourront accueillir à nouveau des clients, pas partout, mais en zone orange, des clients en bulle familiale. Alors, c'est un relâchement, puis on se croise les doigts que ce soit le premier d'une série de relâchements et non pas une courbe qui va revenir au pire, mais personne ne prévoit l'avenir, évidemment. Alors, on écoute, mesdames et messieurs, ce point de presse et on sera de retour après avec analyse, notre panel et tout ce qui suit. Merci. Christian Dubé et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Le premier ministre va répondre aux questions par la suite en français puis en anglais. Monsieur le Premier ministre. Donc, bonjour ou bonsoir tout le monde. Écoutez, la situation depuis quelques semaines s'améliore au Québec. C'est encourageant. On voit presque à chaque jour une diminution du nombre de cas, une diminution du nombre d'hospitalisations. C'est le résultat des efforts qui ont été faits par les Québécois. Donc, je veux commencer en remerciant tous les Québécois qui ont fait des efforts au cours des dernières semaines, des efforts qui ont donné des résultats. Je comprends aussi que beaucoup de Québécois sont tannés de la situation, ont hâte de voir leurs amis, ont hâte de revenir, entre guillemets, à une vie un petit peu plus normale. Mais malheureusement, la bataille n'est pas finie. La bataille n'est pas finie, puis je vous explique un peu nos préoccupations, nos inquiétudes. C'est autour de la situation des hôpitaux. Bon, vous le savez, depuis un certain nombre de mois, on fait du délestage. Actuellement, on est à 34 de délestage. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'encore aujourd'hui, il y a 34 des chirurgies, des traitements qui auraient dû être donnés, qui sont reportés. Donc, non seulement on ne travaille pas à faire du rattrapage, parce qu'on a beaucoup délesté dans les derniers mois, mais en plus, on augmente les listes d'attente parce qu'il y a encore du délestage. Donc, on espère évidemment qu'avec la baisse du nombre d'hospitalisations, on va finir par arrêter complètement le délestage puis commencer à faire du rattrapage. Puis, je veux lancer un message très clair, là. On ne veut pas mettre une pression sur les infirmières puis le personnel soignant. Évidemment, un peu dans chaque hôpital, on essaie de voir, bon, il y a tant de lits qui sont libérés. Est-ce qu'on est capable, avec ces lits-là, de recommencer ce qu'on faisait avant? Mais il faut comprendre aussi qu'on a une situation qui est très dure pour le personnel. Ça fait 11 mois là, que les infirmières puis le personnel soignant sont au front, jour après jour, semaine après semaine. Donc, c'est pas facile de dire, bien là, maintenant, il faut faire du rattrapage. Donc, il faut en faire plus que d'habitude. Donc, il faut arrêter de délester, puis il faut faire du rattrapage. Donc, je veux juste que les Québécois gardent ça en tête. Et je pense que ça explique essentiellement pourquoi aujourd'hui on arrive à la conclusion que oui, on peut faire un petit déconfinement, mais il faut y aller d'une façon très graduelle. Il faut y aller lentement pour être capable de se donner une chance dans les hôpitaux du Québec. Donc, je vous annonce qu'à compter du 8 février, donc lundi prochain, partout au Québec, on va rouvrir les magasins, les salons de coiffure et les musées. On va aussi graduellement, dépendamment de la situation dans chaque cégep et université, permettre le retour des étudiants dans les cégeps et les universités. Puis on va aussi augmenter un peu les activités extérieures qui peuvent être faites en petits groupes. Donc, ça s'arrête là. Pour l'ensemble du Québec, ça s'arrête là. Donc, on garde le couvre-feu, on garde l'interdiction des visites dans les maisons, on garde le télétravail obligatoire, on garde
les restaurants, théâtres, cinémas fermés, sauf pour 6 régions. Il y a 6 régions au Québec où la situation va mieux, en particulier dans les hôpitaux. Donc, il y a la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, il y a le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord et le nord du Québec. Donc, on va donc avoir maintenant 6 zones oranges, ces 6 régions-là. Ça veut dire que les 11 autres régions vont rester rouges. Donc, ce qu'on fait de plus dans ces 6 régions-là, c'est qu'on va permettre que les restaurants, les gyms et les activités sportives intérieures puissent recommencer, donc dès lundi prochain, le 8 février, avec des consignes quand même sévères. On va aussi, dans ces 6 régions-là, mettre le couvre-feu à 21h30 au lieu de 20h. Donc, 9h30 au lieu de 8h. Puis pour ce qui est des théâtres et des cinémas, bon, on sait, puis les gens qui sont responsables des théâtres, des cinémas nous disent qu'on a besoin au moins d'un 3-4 semaines, le temps de reprogrammer, avoir les films, etc., etc. Donc, on va rouvrir dans ces 6 régions-là les cinémas, les théâtres à partir du 26 février. Ça veut dire techniquement que ces théâtres et cinémas vont pouvoir continuer à avoir l'aide financière du gouvernement jusqu'au 26 février, le moment où, selon eux autres, sont capables de recommencer, mais c'est seulement dans les 6 régions. Donc, ce sont les seuls changements qu'on fait. Ce sont les seuls changements qu'on est capable de faire, entre autres à cause de la situation dans les hôpitaux. J'aurais aimé ça arriver ce soir avec plus d'assouplissement, mais je pense que ça ne serait pas responsable, ça ne serait pas prudent, puis ça serait presque un manque de respect envers tout le personnel soignant dans nos hôpitaux. Vous le voyez aussi, on fonctionne par région. Et pour avoir parlé à certains maires et puis même certains de nos députés, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais dans ma sous-région, ça va pas si mal que ça. » C'est vrai qu'il y a des sous-régions qui vont pas si mal que ça, mais il faut regarder tous les hôpitaux de toute la région. Parce que ce sont, entre autres, les grands hôpitaux des régions. C'est là que le personnel, que les patients vont pour des chirurgies, pour recevoir certaines interventions un peu plus compliquées. C'est là aussi que sont les patients COVID. Donc, il faut regarder non seulement la situation dans chaque sous-région, mais il faut regarder la situation des hôpitaux dans l'ensemble de chaque région. Ça veut dire aussi que les gens qui se demandent quand notre région qui est rouge va passer à l'orange, bien, suivez la situation des hôpitaux. Le ministère de la Santé a commencé même à mettre des chiffres sur le pourcentage de délestage. Donc, évidemment, faut voir diminuer de façon importante le délestage, puis être capable de commencer à faire du rattrapage. Donc, c'est ça le critère qui va être important dans les prochaines semaines. Donc, en conclusion, ce qu'on a essayé de faire dans le choix des assouplissements, d'abord, c'est de donner un peu d'oxygène à nos commerçants. Je peux comprendre comment certains propriétaires de magasins se sentent depuis des mois. C'est pas facile. On a beau les aider financièrement. Bien, je comprends là qu'ils sont prêts, puis ils l'ont bien fait dans la période où on les a rouverts, c'est-à-dire respecter le 2 mètres, la capacité, s'assurer que tous les clients et les employés aient des masques. Donc, je pense qu'on peut y aller avec une certaine assurance dans les magasins. On va aussi demander que dans les centres d'achat, il y ait de la surveillance pour être certain que les gens, il n'y ait pas d'attroupement dans les centres d'achat. Bon, évidemment aussi, il y a les étudiants. On a eu beaucoup de discussions du côté de Daniel Mécan avec la santé publique. Moi, je comprends très bien, là, puis je pense qu'on a tous des amis
qui ont des jeunes, en tout cas, ou qui sont jeunes eux-mêmes, qui ne sont pas allés au cégep ou à l'université depuis 11 mois. Et c'est dur pour la santé mentale. Puis il est temps, à un moment donné, que les jeunes soient capables de voir leurs amis, voir leurs profs, puis voir une certaine activité sociale. Donc, ce qu'on va donner comme objectif, puis évidemment, ça va dépendre de la situation dans chacun des cégeps et des universités. Notre objectif, c'est que les étudiants puissent y aller au moins une fois par semaine. Donc, évidemment, si c'est un cours, bien, les cégeps, les universités qui ont des amphithéâtres, où on va pouvoir être capable d'avoir une certaine distance entre les étudiants, ça va être plus facile. Les cégeps, les universités qui n'ont pas d'amphithéâtre, ça va être plus difficile. Donc, il va falloir ajuster ça, peut-être séparer les groupes. Mais je veux juste vous dire là, qu'on a souvent entendu au cours des dernières semaines les étudiants au cégep, à l'université, dire on parle beaucoup des enfants au primaire et au secondaire, on parle des personnes de 65 ans et plus, mais c'est comme si on avait oublié les jeunes qui sont au cégep, à l'université. On ne vous a pas oublié. Puis, c'est vraiment une priorité là, qui a été discutée à plusieurs reprises avec la santé publique pour qu'ils puissent commencer graduellement à retourner à l'école. L'autre chose aussi où on a eu beaucoup de commentaires, des gens qui vont se promener sur le Mont-Royal. En tout cas, j'ai en tête une couple de personnes qui m'ont parlé de ça, qui disaient, on aimerait ça être capable d'aller se promener. Quelques personnes qui habitent pas nécessairement ensemble. Même chose pour ceux et celles qui font la raquette, du ski de fond. Donc, dans les zones rouges, ça va maintenant être permis de faire des activités à l'extérieur. 4 personnes de 4 résidences différentes. Dans les zones oranges, ça va être 8. Donc, ça va permettre de commencer à avoir un peu plus d'activité. Il y a moins de risques à l'extérieur. C'est important de continuer à garder le 2 mètres, mais donc, il va y avoir cette permission-là de recommencer les marches. J'ai une pensée aussi, je veux le dire, puis j'ai pensé entre autres la fin de semaine, les restaurants, les théâtres, les cinémas, tous ceux qui actuellement vont pouvoir ouvrir seulement dans 6 régions. Je comprends que c'est dur, puis on va continuer. Les programmes financiers vont être prolongés jusqu'à temps qu'ils puissent rouvrir, et je comprends que c'est difficile pour eux autres. Bon. Un autre point, on va vous revenir dans les prochains jours, les prochaines semaines, c'est la relâche scolaire. Bon, vous avez eu aujourd'hui le ministre de l'Éducation qui vous a dit, oui, il y aura une relâche scolaire. Ça veut dire que les écoles vont être fermées pendant la semaine de relâche. Donc, les élèves ne seront pas à l'école. Par contre, là où c'est important, c'est qu'on prévoit que d'ici la semaine de relâche, la situation va rester difficile, va rester fragile. Donc, je veux envoyer un message aux parents. C'est pas le temps d'aller réserver des chalets avec plusieurs familles dans le même chalet, là. On peut pas faire ça. D'abord, on continue de ne pas recommander les voyagements entre les régions. Deuxièmement, il faut pas mélanger les bulles familiales. Bon, déjà, très content de la décision du gouvernement fédéral d'interdire les vols vers les destinations soleil, mais il y a aussi des choses qu'il faut respecter concernant les vacances à l'intérieur du Québec. Donc, je sais que c'est pas drôle pour avoir eu des jeunes enfants, essayer de trouver des activités pendant cette semaine-là. Bien là, il va falloir avoir de l'imagination parce qu'il ne faut pas mélanger les familles. Autre point sur lequel je veux revenir, et puis je vais revenir continuellement, ce sont les personnes de 65 ans et plus. Évidemment, on n'a rien contre les personnes de 65 ans et plus. Moi, j'en ai 63, donc ça s'en vient. On les aime. On ne veut pas qu'ils soient marginalisés, mais il reste que les faits sont là. 80% des hospitalisations, ce sont des personnes de 65 ans et plus. 95% des personnes décédées, ce sont des personnes de 65 ans et plus.
Donc, je sais qu'on aimerait ça aller voir nos parents, grands-parents. C'est pas une bonne idée. À moins d'être proche aidant, c'est pas une bonne idée. Il faut être prudent. Le vaccin, le virus, il se transmet très facilement. Donc, s'il vous plaît, on va se reprendre. C'est ça qu'il faut se dire, là. Tous les moments où on n'est pas allé voir nos parents, notre mère, bien, il va falloir se reprendre après la pandémie. Donc, je termine en vous disant, la bataille n'est pas finie. On s'en va dans la bonne direction, mais il y a encore beaucoup, beaucoup d'efforts à faire, entre autres pour venir aider nos infirmières puis nos soignants. Ça fait 11 mois qu'ils sont au front. Il y a encore du délestage. Puis une fois qu'il n'y aura plus de délestage, il va y avoir énormément de rattrapage à faire dans les chirurgies. Donc, ça va être encore des mois très difficiles pour le personnel soignant. Donc, pensons à eux autres, puis essayons d'éviter autant que possible d'attraper la COVID, de se ramasser à l'hôpital, puis de prendre un lit qui pourrait être utilisé pour une chirurgie. Donc, je compte sur vous, puis encore une fois, je vous remercie tous les Québécois. Good afternoon, everyone. The situation has improved in recent weeks. The number of cases and hospitalizations has decreased. Alors, pendant que M. Legault répète en anglais ce qu'il vient d'exposer en français, c'est-à-dire qu'il y a un relâchement partout au Québec pour les commerces, pour les étudiants, on en a peu parlé des étudiants de cégep, on y reviendra, mais tour de table avec José Legault, Michel David, Christian Dufour, Sébastien Bovet. Sébastien, c'est exactement ce que vous disiez, ce qu'on a vu dans les journaux ce matin. Avec l'ajout des musées. Je ne sais pas si vous avez noté, mais les musées vont rouvrir partout au Québec à compter du 8 février. Alors, on en vient à la conclusion que ce n'est pas des endroits où la propagation de la maladie peut se faire, mais essentiellement, en effet, l'information qui circulait était juste. Il y a un message quand même. Il faut qu'on garde à l'esprit la fragilité du réseau de la santé. Donc, un des mots-clés, c'est qu'on déconfine graduellement. On va voir comment ça se passe dans les régions, les 6 régions où il y aura plus de déconfinement. Mais M. Legault dessert la vis un peu. Bon, les commerces, oui, réouverture, mais évidemment, puis j'ai déjà des questions qui entrent par courriel. Les gens disent, bien, le jeudi, ça ne fermera pas à 9 h à Montréal. Non, le jeudi, ça ne fermera pas à 9 h à Montréal parce que le couvre-feu est là pour rester quelques semaines. On ne sait pas combien de temps. Là. Non, et ça, d'ailleurs, c'est intéressant. Il ne met pas de date d'échéance, à moins que j'ai mal compris, là, mais il ne met pas de date d'échéance sur le couvre-feu en disant on maintient la mesure au-delà du 8 février. On l'assouplit pour les régions, les 6 régions qui passent à l'orange, en l'imposant à partir de 21h30, donc pour permettre aux gens, probablement, notamment, d'aller dans les restaurants. On va retourner à la conférence de presse et les questions, et on revient tout de suite après. On se retrouve dans une situation où il y a 2 Québec, là, ceux qui sont en zone orange, ceux qui sont en zone rouge. Vous avez très clairement dit que vous ne recommandez pas aux Québécois de se déplacer d'une région à l'autre, mais vous n'interdisez pas les déplacements. Qu'est-ce que vous dites aux Québécois qui seraient tentés de se louer un chalet dans une autre région ou une chambre d'hôtel, et à quoi s'exposent-ils s'ils le font? Bon. Bien, écoutez, là, il n'y aura pas de contravention. Il n'y aura pas de barrage routier non plus. Évidemment, rappelez-vous qu'il va y avoir un couvre-feu. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous restiez jusqu'à 8 heures, c'est-à-dire que vous soyez revenu à l'intérieur à 8 heures. Mais moi, je vous demande, là, je demande à tous les Québécois d'éviter de voyager d'une région à l'autre, puis d'éviter surtout de louer des chalets plusieurs familles. Je sais qu'il y en a qui ont leur propre chalet, qui vont les fins de semaine. On leur demande d'apporter leur nourriture s'ils tiennent à le faire. Mais pour l'instant, il n'y a pas de contravention de prévu. Ma seconde question concerne le passage d'une couleur à l'autre. Là. Vous avez dit, bon, il y a certaines régions rouges qui veulent savoir quand vont-elles passer à l'orange. En contrepartie, quels critères seraient déterminants pour justifier qu'on resserre les mesures dans les régions où c'est déjà, où ce sera orange? Là? Est-ce qu'on a des craintes particulières pour ces régions-là?
Bon, premièrement, je veux me permettre de remercier les Québécois d'avoir fait respecter les consignes parce que le chiffre qu'on a des derniers jours, c'est l'associé à l'effort de chacun d'entre vous. Donc, ça démontre que les mesures de santé publique fonctionnent quand elles sont appliquées. Donc, un grand merci à tous ceux qui l'ont fait et à ceux qui vont continuer à le faire. Les décisions de changer de palier sont faites par les directeurs de santé publique en lien avec le directeur national, recommandations au gouvernement par après. Il faut voir aussi que, indépendamment de ce qui a déjà été fait au printemps, on est dans un autre contexte actuellement, très différent du printemps. Ça fait longtemps qu'on délaisse. Il y a des gens qui devraient être opérés, qui n'ont pas été opérés, puis actuellement, ça s'accumule. Donc, c'est un élément différent. Donc, la capacité hospitalière devient un élément excessivement important. Il y a le nombre de cas, c'est sûr. Il y a le nombre d'éclosions. Il y a le nombre de nouveaux cas déclarés actifs, les capacités hospitalières et aussi, on ne se le cachera pas, la situation dans les zones limitrophes pour éviter des déplacements de personnes, pour venir réensemencer des zones qui sont adéquates actuellement. Il y a aussi une menace qui pourrait émerger même du Québec ou d'ailleurs, ce sont des nouveaux variants. Donc, les nouveaux variants, on fait une surveillance active actuellement. On a 8 cas potentiels de la souche de la Grande-Bretagne. Et ce nouveau variant-là, on est à le surveiller de façon intensive. Ça pourrait venir changer la donne. Et je vous dirais là qu'on va se revoir régulièrement avec les directeurs de santé publique. Puis en fonction de l'analyse qui va se passer au cours des prochaines semaines, on verra à ce moment-là quelles sont les régions rouges qui pourront redevenir à l'orange. Véronique Prince, Radio-Canada. Oui, bonjour à vous trois. Je voudrais savoir, la dernière fois que vous avez parlé du délai entre la première et la deuxième dose du vaccin, là, à ce moment-là, il y avait des variables qui n'étaient pas aussi présentes peut-être qu'aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, avec les variants qui se multiplient, on en a découvert encore aujourd'hui là, du côté de l'Ontario, de la Saskatchewan. Ici, on en découvre de plus en plus aussi. À ce moment-là, au moment où vous l'aviez annoncé aussi, il n'y avait pas le même ralentissement au niveau des doses de vaccins. Alors, est-ce que vous pensez, avec ces variables-là qui ont évolué, revoir votre décision de donner la deuxième dose dans un délai aussi grand? La décision d'ordonner la deuxième dose va surtout reposer sur l'efficacité vaccinale qu'on a observée dans les premières personnes vaccinées au Québec, celles qui l'ont été aussi en Angleterre ou au Royaume-Uni et celles qui l'ont été en Israël. On est actuellement en train de faire les validations des efficacités vaccinales. Il y a des premières données qui semblent démontrer que pour une protection chez les personnes plus âgées, ça prendrait plus de temps que le 14 jours. Donc, de telle sorte que plus on retarderait un peu la deuxième dose, ça pourrait avoir un effet. Mais c'est vraiment ça. La question de la nouvelle souche, des nouvelles souches, c'est un facteur qui peut être associé un peu au vaccin, mais c'est surtout le fait qu'il y a une transmission intense. Parce qu'à chaque fois qu'il y a de la transmission entre les personnes, il peut y avoir des mutations qui se font dans le virus. Et d'ailleurs, il y a des nouvelles souches qui sont apparues avant même que les vaccins soient donnés de façon significative. Donc, je veux pas. C'est hypothétique l'histoire du fait que le fait d'attendre deuxième dose, mais c'est pas tant par le fait d'attendre la deuxième dose que par le fait d'avoir de la transmission intense qui augmente la probabilité et la chance qu'il y ait une mutation qui se fasse. Ma deuxième question concerne votre choix des couleurs par région. Les 6 régions que vous avez mentionnées ont pratiquement pas de nouveaux cas et les cas actifs diminuent aussi dans plusieurs cas. Alors, pourquoi ne pas les avoir mis en jaune? Et vous avez d'autres régions comme la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, l'Estrie, où les cas aussi sont en train de diminuer pas mal. Pourquoi pas avoir mis ces régions-là en orange et donc permettre plus d'allègement aussi de ce côté-là? Mais quand on a eu les discussions, Mme Prince, avec la santé publique, puis à la fin, rappelez-vous de la première présentation qu'on avait eue du docteur Lidvac, là, ça remonte à quand même plusieurs mois. Il nous avait dit que ça prenait, entre autres, qu'un des critères, à part le fait qu'on regarde les hospitalisations, qu'on regarde les cas, puis tout ça, c'était la stabilité et la tendance. Pour être capable, puis c'est ça la discussion qui est encourageante en ce moment qu'on a eue avec la santé publique, c'est que dans des régions comme, par exemple, la Gaspésie ou le Bas-Saint-Laurent, on voit vraiment une stabilité des cas depuis un certain temps. On voit aussi une amélioration dans la région de Québec mais on n'a pas encore eu ce qu'on appelle une stabilité. La tendance, elle est là, mais on n'a peut-être pas eu la stabilité qui nous permet de changer. C'est pour ça que je vous rappelle
que je sais que ça fait longtemps qu'on en avait parlé, mais c'est ça qui nous a guidés à dire oui, il y a des régions, puis je pense que la région de Québec, c'est un bel exemple de ça, où il y a eu une tendance très, très positive dans les derniers mois, mais on n'a pas encore une stabilité dans l'ensemble des indicateurs qu'on regarde, et c'est ça qui a guidé les recommandations qu'on a reçues de la santé publique. J'ajouterais peut-être aussi, vous le savez peut-être, je n'ai pas regardé les chiffres aujourd'hui, mais je les ai regardés comme il faut en fin de semaine. En fin de semaine passée, il n'y avait aucune région qui avait 0% de délestage. Donc, ça veut dire qu'il reste encore du délestage. En tout cas, il en restait encore en fin de semaine du délestage dans les 17 régions. Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Santé, Dr Arruda. Je voudrais avoir des précisions sur les restaurants en zone orange. Quelles vont être les modalités pour fréquenter, par exemple, un restaurant? On parlait de bulle familiale, mais de quelle façon ça va s'orchestrer? Je pense que ça va un petit peu plus large que ça. Ce n'est pas réservation, parce qu'il faut falloir maintenir un registre des personnes pour si jamais il y avait une éclosion. Et ce qui va être permis, c'est 2 adultes ensemble. Donc, ça veut dire que ça pourrait être 2 personnes qui viennent de la même bulle ou pas, avec des enfants, parce que c'est des enfants qui accompagnent en bas de 18 ans, ils peuvent être présents. Donc, le nombre n'est pas limité par rapport au nombre d'enfants, là, mais il est limité par rapport au fait que c'est 2 adultes. Et donc, ça permet à une famille, par exemple, un père, une mère, avec les enfants, d'aller manger au restaurant. Si ces 2 adultes, ils pourraient venir d'une adresse différente, mais ce qu'on ne veut pas, c'est des repas avec multiples cellules, c'est ce qui va être fait. Réservation, registre, et la vérification est facile. À ce moment-là, on voit si c'est des adultes ou des enfants. Je veux juste être sûr de bien comprendre, là. Donc, il pourrait y avoir, par exemple, une famille, 2 adultes avec les enfants, mais 2 adultes d'une adresse différente ne peuvent pas venir avec les enfants des autres, là, si je comprends bien. Dans le fond, il faut qu'ils viennent avec leurs enfants à eux, pas les enfants des autres. Non, mais je veux dire, si moi, là, j'ai 2 enfants, ouais. Puis, je sais pas, mes amis ont 2 enfants aussi, mon ami à côté a 2 enfants. Oui, mais tant que c'est 2 adultes, vous pouvez être accompagné de vos enfants respectifs. OK, merci. C'est important. Là, 2 adultes et leurs enfants par table, OK? 2 mètres entre les tables. Puis réservation, ça vient aussi nous assurer que c'est des gens de la région. Oui, j'ai une autre question. Dans les zones oranges, est-ce qu'il est permis à des gens de visiter, par exemple, des familles? Par exemple, je ne sais pas, moi, aller visiter ma grand-mère, ma tante, je ne sais pas, moi, en Gaspésie, mettons. Ça, c'est interdit. Pas de rassemblement dans les résidences, c'est ça? Oui, l'intérieur, on maintient les mêmes règles qu'actuellement, pas de rassemblement à la maison. Sauf pour la personne seule qui vient aider quelqu'un, secourir une personne âgée, lui porter l'épicerie, etc. Mais il n'y a pas encore de rassemblement, compte tenu qu'on a démontré que c'est souvent dans ces contextes-là qu'il y a une transmission importante. D'ailleurs, c'est un des effets positifs du couvre-feu parce qu'il diminue la probabilité que les gens se retrouvent chez eux le soir. Geneviève Lajoie, le Journal de Québec. Bonjour, messieurs. Vous avez donc ouvert la porte à ce que les étudiants des cégeps et des universités donc retournent un peu, en tout cas de manière partielle, sur les bancs d'école. Justement, vous souhaitez que ce soit à peu près une journée par semaine, mais les cégeps et les universités, ce sont des établissements autonomes. Donc, est-ce que c'est une demande que vous leur faites? Est-ce que vous les autorisez à faire ça? Ou est-ce que finalement, vous leur ordonnez de permettre aux élèves de retourner une fois par semaine? Bien, pour l'instant, c'est une demande. Évidemment, effectivement, les cégeps, les universités ont une certaine autonomie. Les profs aussi ont une certaine autonomie. Donc, c'est pas si simple que ça, effectivement. Mais on souhaite y aller graduellement. Donc, au début, ça va être sur une base volontaire. Mais je suis en discussion avec Daniel Mécan. On veut s'assurer que les étudiants aient la possibilité, le plus vite possible, de retourner au moins une fois par semaine au cégep ou à l'université. Donc, on va suivre ce qui se fait dans chaque cégep, chaque université. Monsieur le Premier ministre, il y a des consignes. Ça ne sera pas ouvert n'importe comment. Il y a de la distanciation, les gens vont devoir porter des masques de procédure. Donc, juste pour vous exprimer que ce n'est pas le cégep d'avant la COVID-19, c'est le cégep avec des mesures qui sont mises en place. Puis, habituellement, on a une excellente collaboration, notamment des milieux
universitaires et des milieux des cégeps là, à nous. Puis il y aura des annonces qui seront plus précises sous peu. Oui, effectivement. Là, Daniel Mécan va faire un point de presse, je pense, jeudi, pour expliquer ça un peu plus en détail. Peut-être au niveau des centres d'achat. On comprend donc que les centres d'achat, les centres commerciaux vont pouvoir réouvrir aussi. Du flânage, notamment des adolescents dans les centres d'achat. Comment éviter ça? Quelles seront les mesures prises? Bien, je voudrais vérifier, là, mais je pense qu'il peut y avoir des contraventions pour les regroupements dans les centres d'achat. Donc, ça, là, ça ne sera pas toléré. Puis, on a eu des longues discussions parce que il y a certains endroits au Québec où les seuls magasins sont dans des centres d'achat. Donc, si on n'ouvre pas les centres d'achat, on prive les citoyens puis les magasins là, de pouvoir donner des services aux citoyens. Par contre, on va être très sévère puis on va mettre des procédures, puis on a des discussions constantes. Là. Il y a des grands propriétaires de centres d'achat avec qui on parle pour être certain là, que les mesures soient très bien respectées. Il n'est pas question de commencer à avoir des rassemblements dans les centres d'achat. Centres d'achat, comment ça? Il va y avoir des gens qui vont gérer l'accès aux centres d'achat, aux aires communes? Il y aura effectivement des surveillants. Oui. Tommy Chouinard, La Presse. Oui, bonjour. D'abord, deux éléments. Premièrement, les résidences pour personnes âgées. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui change du côté des résidences pour personnes âgées? Bon. Il y aura aussi un point de presse de la part de Marguerite Blais dans les prochains jours pour expliquer les nouvelles mesures. Il n'y a pas de grands changements, là, mais il va quand même y avoir des nouvelles mesures qui vont être ajustées. Donc, Marguerite Blais va en parler. Qu'est-ce qu'on fait avec les salles à manger, avec les activités, dépendamment, est-ce qu'il y a des cas dans ce CHSLD ou cette RPA. Donc, Marguerite Blais va venir vous parler dans les prochains jours exactement là, des procédures qui vont être mises en place, des petits changements qui vont être faits dans ces résidences. Okay. Et juste pour que je suive bien, là, mais ces petits changements-là, c'est comme pour les cégeps et les universités, dans le fond. C'est réglé, là, il y a des assouplissements, puis ça va être annoncé plus tard cette semaine. Ça, je comprends? Bien, les cégeps, les universités, on est en train de dire que c'est sur une base volontaire. Oui. On donne l'objectif que les étudiants retournent une fois par semaine au cégep à l'université. Dans les CHSLD et les RPA, ça va plus être des règles. Et puis, ça va être très détaillé. Puis, on va vous l'expliquer dans les prochains jours. J'ai du couvre-feu maintenant. Est-ce que je comprends que le couvre-feu est maintenu jusqu'à une date? C'est comment on détermine ça, là, maintenant? Je veux dire, On va se donner probablement 2 semaines pour venir vous voir avec des ajustements. Donc, ça veut dire que les règles qu'on vous annonce aujourd'hui là, sont bonnes jusqu'au 22 février. Donc, avant le 22 février, on va venir vous voir pour dire, bien, voici les nouvelles règles. Puis là, ça pourrait arriver qu'on change le couvre-feu, mais pour l'instant, il n'est pas prévu d'enlever le couvre-feu. On trouve que c'est une mesure qui est très efficace pour éviter les rencontres dans les maisons, entre autres avec des personnes de 65 ans et plus. Marie-Michel Sioui, Le Devoir. Bonjour. J'essaie de comprendre l'espèce de gradation que vous faites avec les activités en culture. Peut-être que ma question est pour vous, Dr. Arruda. Est-ce qu'il y a une recommandation claire de la part de la santé publique pour différencier les tournages télé des autres activités culturelles, puisqu'on les a laissés continuer, là, contrairement aux autres activités? Puis, pour les mesures qui sont annoncées aujourd'hui, est-ce qu'on juge, par exemple, que je sais pas, un centre d'achat, c'est moins dangereux qu'une bibliothèque ou qu'une salle de spectacle? Est-ce que vous avez vraiment différencié comme ça les lieux dans vos recommandations? On les a différenciés dans la perspective où chacun des secteurs a des guides particuliers, là. Les éléments de tournage au Québec ont été très rigoureux. D'ailleurs, sur les plateaux, là, quand il y a eu
des cas, il n'y a pas eu d'éclosion de faits, contrairement. Donc ça a démontré son efficacité. Maintenant, pour ce qui est entre un centre commercial et, par exemple, une salle de spectacle, il faut comprendre que le risque, et je pense qu'une de vos collègues l'a amené dans les centres commerciaux, c'est le flânage, les rassemblements qui peuvent avoir lieu. Alors qu'habituellement, dans une salle de spectacle, on y va, on s'installe à des lieux fixes, les gens portent un masque de procédure, n'interagissent pas. Fait que les risques sont associés à ça. Donc, on le fait dans une perspective avec chacun des protocoles très particuliers. Donc, puis on sait que, par exemple, les musées, ce sont souvent des gens qui vont y aller par petits groupes, soit en famille ou en diade de 2. Ils sont dans des salles, il y a de la surveillance, il y a un moyen de contrôler l'affluence. Et c'est pour ça que, dans les faits, comme dit le premier ministre, il ne faut pas que la zone de centre d'achat devienne une zone de flânage. Ce n'est pas une zone d'arrêt, c'est une zone de circulation intérieure pour se rendre au magasin, ressortir vers l'intérieur. Donc, on va vraiment s'accentuer là-dessus. Et pour ne pas pénaliser, effectivement, les endroits où il n'y a pas nécessairement même de grands espaces, mais éviter que ce soit seulement les commerces qui ont une porte à l'extérieur, on pense qu'on peut le faire en gérant, mais avec des mesures très strictes, avec une diminution aussi de capacité dans l'endroit. Le centre d'achat va devoir identifier une capacité adéquate, mettre du contrôle à l'extérieur, mais aussi intervenir s'il voit des jeunes, par exemple, qui s'assemblent en termes de flânage. Peut-être pour compléter. Bon, d'abord, c'était important pour nous autres de permettre rapidement les tournages parce qu'on pense que c'est important pour les Québécois que ces tournages-là aient lieu, donc qu'il y ait les séries, entre autres, à la télévision. Donc, on l'a fait rapidement. Les bibliothèques, on l'avait fait rapidement aussi, de permettre, entre autres, d'aller emprunter des livres, puis même d'aller s'asseoir dans une bibliothèque pour utiliser Internet. Bon, oui, on va au comptoir pour demander un livre, on ne se promène pas dans les rangées. Les musées, on le fait partout au Québec, donc on ouvre les musées partout au Québec. Pour ce qui est des théâtres, pour moi, c'est dans la même catégorie que les restaurants, donc le risque est comparable pour moi, mais les théâtres et les cinémas nous ont demandé d'avoir un délai, donc jusqu'au 26 février, le temps de s'organiser, puis aussi permettre que les mesures d'aide financière continuent d'être en place jusqu'au 26 février. Vous dites dans votre réponse, Monsieur le Premier ministre, que pour vous, c'est important que les tournages reprennent. Est-ce que, donc, cette décision-là, elle a été prise par votre bureau ou est-ce que vraiment la santé publique avait différencié les tournages des autres activités? Toujours avec la santé publique. Votre recommandation était particulière pour les tournages puis était différente de toutes les autres? Ça fait un bout que les tournages sont faits. Il y a des protocoles très stricts de santé au travail pour les travailleurs, là. Et donc, ça fait un bout qu'on a laissé les tournages se faire. Au début, on s'est entendu sur les protocoles. Il y avait toutes sortes de protocoles qui étaient proposés. Et ça a été un succès. Là. Je tiens à vous dire qu'au Québec, même certains autres tournages ailleurs où il y a eu des éclosions sont venus voir ce qui est fait. Ça a été travaillé notamment avec le Dr Marie-France Renaud, avec véritablement les producteurs. Et vous voyez des séries actuellement où vous avez l'impression que les gens sont plus proches que de 2 mètres, mais ils sont à 2 mètres. C'est une question de tournage, de façon de faire. C'est très rigoureux. Merci. Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour. Pardon. Vous avez parlé des activités intérieures en zone orange. Donc, on parle de, je suppose, aréna, sport intérieur. Est-ce que c'est ça? Et deuxièmement, est-ce que là, vous compariez ça tantôt, cinéma, théâtre, à des restaurants. Donc, est-ce qu'il faut registre, réservation, bulle familiale? Est-ce que c'est le même genre de règles? Allez-y. Il faut comprendre que, quand même, c'est permis à l'intérieur dans les zones oranges, mais c'est limité aux activités individuelles, en diade ou en famille, à une même adresse. Une diade, c'est 2 personnes. Exemple, allez-vous au tennis à l'intérieur? J'ai beaucoup d'appels là-dessus. Ça va être permis dans les zones oranges. Mais on n'est pas encore dans des jeux de hockey à l'intérieur là, avec des équipes. Donc, on peut pratiquer notre sport à l'intérieur si on est seul, si on est avec quelqu'un d'autre comme tel, ou une famille de la même adresse. Vous voulez aller jouer au badminton avec vos enfants, vous allez pouvoir le faire.
Mais pour les activités extérieures, ça va être limité à 8 personnes dans les zones oranges et dans les zones rouges à 4. Des foyers pour le 4 Oui, exactement. Pour les commerces. Par contre, je veux dire, si vous êtes 6 dans votre famille, vous êtes à la même adresse, vous vivez à la même adresse, vous pouvez être 6. Le 4, c'est pour limiter le nombre de familles qui pourraient se mettre ensemble. Pour les commerces, est-ce que je comprends que c'est encore limité avec un espace comme c'était avant Noël? Oui, dans le sens où les commerces peuvent réouvrir, même dans les centres d'achat, etc., mais on diminue habituellement l'achalandage pour la capacité parce qu'il faut maintenir le 2 mètres de distanciation, etc. Puis, oui, exactement. Pour éviter que les gens aient à se retrouver à moins de 2 mètres dans le commerce. Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour à vous trois. Concernant donc les rassemblements, à propos de la semaine de relâche, est-ce que on peut s'attendre aussi à des accommodements ou des assouplissements, par exemple, sur le modèle du temps des fêtes? Est-ce qu'une personne seule, par exemple, pourrait aller passer la semaine de relâche ou quelques jours avec dans une autre bulle d'une autre famille? Actuellement, c'est pas ce qui est prévu. Bon, la semaine de relâche, elle est la dernière de février, je me rappelle bien, début mars. On a encore du temps pour avoir la situation épidémiologique. Je préfère ne pas m'avancer là-dessus parce que actuellement, c'est pas ce qui est prévu. On sait que ce qui est prévu, c'est que la semaine de relâche est nécessaire pour les jeunes et les professeurs. Et comme le disait le premier ministre, c'est pas une semaine, comme on pourrait dire, dans le temps des fêtes où on allait permettre des rassemblements. Je tiens à vous rappeler que les rassemblements entre familles sont interdits. Si vous êtes dans votre famille, ça, c'est une chose. Et même quand vous allez, en théorie, vous n'êtes pas supposé de vous comporter différemment de votre couleur. Si vous allez dans du orange, vous ne devriez pas aller au restaurant dans du orange, parce que dans le fond, vous venez du rouge. Et là, à ce moment-là, les gens qui ont un chalet amènent leur bouffe, etc. Mais dans les faits, la semaine de relâche, elle devra être très... il va y avoir des musées d'ouverts, le biodôme va être ouvert, il y a des jardins botaniques qui vont être ouverts. Ce genre d'activité-là qui va pouvoir se faire, on encourage à le faire dans votre territoire. Et c'est surtout pas le temps que 4 familles se louent un chalet dans une autre région. C'est vraiment pas l'objectif. Monsieur le Premier ministre, vous l'avez dit tout à l'heure, les tournages, c'est important pour les Québécois. Donc, le Canadien aussi, je pense que vous savez que c'est important pour les Québécois. Les bibliothèques, les bibliothèques, c'est mieux important que le référendum. Ouais. Vous voulez qu'on revienne là-dessus? Mais les musées, c'est important, vous l'avez dit. Par contre, vous dites donc les coiffeuses aussi vont pouvoir reprendre l'activité. Mais qu'est-ce que vous dites aux gens qui, eux, pensent que le gym, c'est important pour eux, par exemple? Et que le yoga, le gym, c'est moins dangereux que de se ramasser au salon de coiffure, par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'un gym est moins essentiel que de se faire couper les cheveux, par exemple? Mais heureusement, pour les zones oranges, les gyms vont être ouverts parce que ce sont Par contre, ce qui ne sera pas permis, là... OK. Mais là, comme je vous dis, on verra qu'est-ce qu'il y en est. Actuellement, avec l'intensité d'activité qu'il y a dans le rouge, c'est interdit à l'intérieur. Les gens peuvent faire du sport à l'extérieur. Je comprends le besoin de plusieurs. Plusieurs d'entre nous en avons effectivement besoin. Mais ça sera à réévaluer en fonction. Comme je vous le dis, là, on n'est pas fixé actuellement pour dire que ça va se prolonger au-delà très longtemps. Mais cette période-là de stabilité, comme on a dit, là, parce que, vous savez, là, cette stabilité au cours de 2-3 semaines sur les indicateurs est essentielle aussi pour permettre au système de soins de repartir, à mon avis, plus haut, puis en souhaitant qu'on n'aura pas des surprises avec la nouvelle souche. Ou les nouvelles souches, excusez-moi. Je veux juste être bien clair, là. Je souhaite le plus vite possible qu'on puisse recommencer les gyms, les sports à l'intérieur et tout ça, mais on n'a pas l'accord de la santé publique. Je cède maintenant la parole à François Carabin de Métro. Oui, bonjour messieurs. D'abord, M. Legault, le ministre de l'Économie, avait évoqué des ajustements possibles au programme d'aide adressé aux commerces en zone rouge si le confinement se prolongeait. Là, vous annoncez un confinement qui se prolonge. De ce fait, est-ce qu'on peut s'attendre à une bonification des mesures d'aide aux commerces en zone rouge qui restent fermés?
Bien, je sais que le ministre de l'Économie travaille là-dessus, on discute avec le ministre des Finances. Donc, je sais qu'il souhaiterait ajouter des mesures. Là, donc, on va voir dans les prochains jours. Merci. Et vous avez fait allusion au délestage. J'aimerais savoir, monsieur le ministre de la Santé, à quel point est-ce qu'on déleste encore dans le Grand Montréal, là, si vous avez un pourcentage précis, et comment vous qualifiez la situation dans cette région par rapport au reste du Québec? Bien, écoutez, la moyenne québécoise en ce moment, comme le premier ministre l'a dit, elle est à 34 %, c'est-à-dire que ça, c'est pour l'ensemble du Québec. Donc, ça veut dire qu'on retarde à peu près une chirurgie sur 3. Alors, si on fait habituellement 2000 chirurgies par jour, pour vous donner un exemple, là, c'est-à-dire qu'en ce moment, il y a 700 chirurgies à chaque jour qui sont reportées lorsqu'on est à 33 %. Donc, c'est quand même énorme. Alors, c'est pour ça que c'est un de nos critères. Maintenant, dans la région, j'ai expliqué, là, je regarde là, dans maintenant les documents là, qui nous sont mis à jour tous les jours. Pour la région de Montréal, lorsqu'on prend au lieu d'être à 34 %, on est à peu près à 50 % dans la grande région de Montréal. Le seul avantage que l'on a, c'est qu'on a été capable, avec les ententes, les cliniques privées, de diminuer ce pourcentage-là d'à peu près 10 %. Donc, au cours des prochaines semaines, lorsqu'on va publier ces mises à jour-là, on vous le publiera pour vous tenir informé, mais aussi on tiendra compte des 22 ententes avec les cliniques privées que l'on a signées qui nous aident à minimiser l'impact de notre délestage. Alors, c'est des documents qui vont être mis à jour là, dans le tableau qu'on présente tous les jours, et vous aurez ça non seulement pour le Québec, puis on verra si on est capable de vous donner les principales régions touchées. Là, je vais regarder comment je pourrais vous donner encore plus d'informations, parce qu'on sait que c'est maintenant un critère très important dans les prochaines semaines. Merci. On va maintenant passer aux questions en anglais. Maya Johnson, CTV. Alors voilà, mesdames et messieurs, de la liberté un peu partout au Québec, un relâchement des mesures en zone rouge et en zone orange. Le Québec est divisé en deux. Pour l'ensemble de la population qui vit en zone rouge, vous le voyez sur la carte, ça veut dire, dès lundi, très concrètement, les magasins non essentiels vont pouvoir rouvrir, les salons de coiffure, on va pouvoir aller au musée pendant la semaine de relâche, par exemple, commerce, salon de coiffure, musée, cégep et université, c'est important, au moins une fois par semaine, a souligné le premier ministre. On souhaite que des gens puissent se rendre, les jeunes puissent se rendre en personne à leur cégep. Il y en a pour qui ils n'ont même plus de souvenirs, tellement que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas mis les pieds au cégep ou à l'université, et des activités extérieures pour 4 personnes. Il y a, Sébastien, le déconfinement plus, déconfinement extra pour les gens de la zone, des zones oranges. C'est 6 régions du Québec, la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, la Abitibi, le nord du Québec. Qu'est-ce que j'ai oublié? Côte-Nord et Saguenay-Lac-Saint-Jean, où là, restaurants peuvent ouvrir. Oui. On ajoute les gyms également dans ces zones-là, où il y a à peu près beaucoup moins de cas et moins de délestage. Ce qui fait que ça touche quand même tout le monde au Québec, ces annonces-là, mais il y a des régions qui sont plus libres que d'autres. Oui, et M. Legault justifie ces décisions qu'il qualifie de prudentes en disant que il y a seulement 6 régions au Québec qui auront un allègement, donc un déconfinement plus, comme vous le dites, et la majorité des régions, 11, et la majorité de la population aussi au Québec, continue de vivre sous le coup de mesures sanitaires strictes. Donc, on continue d'imposer le couvre-feu partout au Québec, on le module pour les régions qui sont oranges, et on le maintient à 20 heures pour les régions qui sont rouges. On pense que ça fonctionne, on pense que les gens sont prêts à assumer le couvre-feu, mais on permet à l'économie, si on veut, et c'est peut-être ça qu'il faut retenir, de reprendre un peu de ses activités en ouvrant notamment les commerces et les salons de coiffure. On va nous revenir, nous dit-on, pour le couvre-feu dans 2 semaines. On verra, mais M. Legault l'a souligné, ça marche bien.
Ça élimine les rassemblements dans les maisons des gens, et surtout quand il y a des gens de plus de 65 ans. Tour de table, il nous reste quoi, 5-6 minutes avant de passer à vos téléjournaux dans toutes les régions, mesdames et messieurs. José, Michel, Christian s'ajoutent à nous. Le nuage qui plane, puis M. Legault a commencé avec ça, c'est qu'on fait beaucoup de délestage. Il y a le tiers des opérations dans l'ensemble du Québec qui n'ont pas pu être faites aujourd'hui. Et pour Montréal, c'est une opération sur 2 qui a dû être annulée. Alors, M. Legault dit, tant que ça existe, on ne peut pas dire que ça va très, très bien, puis on ne peut pas gambader. Christian Dufour. Non, c'est vrai, parce que c'est vraiment le dossier qui s'est imposé depuis quelques semaines, qui touche tout le monde. Une chose qui m'a quand même frappé, c'est qu'il n'a pas parlé des variants. Moi, je pensais qu'il en parlerait un peu, ne serait-ce que pour stresser quasiment un peu le monde, dans la mesure où on donne de nouvelles soupapes aux gens. C'est le docteur Arruda qui a parlé des variants. Moi, ce qui me frappe, c'est que le couvre-feu est maintenu. C'est le gros succès de François Legault. La petite surprise, c'est les musées. C'est pas juste une petite surprise, c'est un symbole. À la grandeur du Québec, il y a une institution culturelle qui va être maintenant ouverte à nouveau. On a souvent reproché au premier ministre de ne pas parler beaucoup de la culture, de s'en désintéresser. Or là, il en a quand même parlé beaucoup dans les régions excentrées, là, au nord du Québec. Les restaurants vont rouvrir. On nous dit que c'est une question de temps avant que les cinémas, les théâtres rouvrent enfin. Donc moi, j'ai trouvé qu'il y a vraiment de l'espoir qui est donné aux Québécois, des soupapes. Mais en même temps, ça m'a frappé, il n'a pas parlé quand même des variants. Très bien. José Legault, vos impressions sur ce qui a été annoncé? Je pense que c'est son annonce, peut-être, depuis le gros confinement là, du printemps dernier, qui est peut-être la plus... qui est faite le plus dans la finesse, là, dans le détail. C'est presque chirurgical. En même temps, c'est pas trop compliqué à comprendre. C'est un pari risqué parce que oui, il y a le délestage qui est un nuage, il y a les variants qui sont un très, très gros nuage. Et M. Arruda est revenu, en effet, là-dessus quelques fois. Et je pense qu'on va en parler de plus en plus aussi dans les prochaines semaines, malheureusement, ici comme ailleurs. Mais oui, moi, ce qui m'a frappé, c'est beaucoup la culture, un aspect de la culture, les musées. C'est plus que symbolique. Je pense que Christian a tout à fait raison. Je ne sais pas, quand on va pouvoir mettre les pieds dans un musée, s'ils vont fournir les boîtes de Kleenex parce qu'on va pleurer d'émotion. Là, ça, c'est sûr et certain. Ah oui, mais c'est important, c'est important. Oui, tout à fait, tout à fait. Et ce sont des lieux qui sont très grands, où il y a quand même, ce sont des institutions qui sont extrêmement rigoureuses et on peut s'attendre à ce que les consignes sanitaires soient très, très bien appliquées. Mais je reste encore avec mon inquiétude pour les variants et très bien. Si ça se met à frapper comme ça frappe en Europe, là, on va devoir réajuster. Michel David. Oui, je pense que de façon générale, les gens vont être soulagés de ces annonces-là. Je pense surtout, évidemment, aux zones rouges. Dans les zones oranges, je vais être encore plus soulagé, mais dans les zones rouges, il y a quand même un peu d'air qui est donné. Par exemple, les magasins, je comprends que c'est très important pour les commerçants au premier chef, mais même pour la population en général, de pouvoir aller dans une librairie, de pouvoir aller magasiner de façon générale, aller se faire coiffer, évidemment, ça va donner un peu d'oxygène. Maintenant, on nous promet, on nous dit qu'on va revoir certaines choses possiblement le 22 février. Moi, je doute qu'avant la semaine de relâche, il y a des changements significatifs. Il ne faudrait pas, par exemple, que pendant la semaine de relâche, les gens se précipitent dans les cinémas ou les théâtres. Alors, il va falloir attendre pour être plus déconfiné. Il faut attendre l'année, l'anniversaire d'une année. L'anniversaire d'une année à la mi-mars. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est à peu près tout le temps qu'on a. Sébastien Bovin, on se retrouve au Téléjournal dans quelques secondes où on va tout résumer ça, bien sûr, avec tableau, carte. Mais c'est assez simple. Lundi, l'air revient. Les commerces rouvrent, les salons de coiffure, les services. Et en zone orange, c'est encore un pas de plus avec cinéma très bientôt. Mesdames et messieurs, merci. Merci à tout le monde. On se retrouve tout de suite